Tout avait commencé dans une cuisine emplie d'une tension suffocante, là où autrefois résonnaient des éclats de rire contre les murs carrelés. Désormais, chaque son ressemblait au tranchant d'un couteau. Ma sœur, Vanessa, se tenait en face de moi, le visage rouge, les poings serrés, sa voix plus aiguë que la rage elle-même. « Je t'ai dit de ne pas toucher à mes affaires, hurla T.L. en repoussant violemment une chaise. Je ne l'ai pas fait, protestai-je, tenant le simple verre d'eau pour lequel j'étais venu, la seule chose que j'avais touchée. Je ne vais même jamais dans ta chambre. Veuillez vous abonner à notre chaîne et dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Mais cela ne l'arrêta pas. Elle traversa la cuisine d'un pas furieux et, avant même que je comprenne ce qui se passait, elle me plaqua contre le réfrigérateur. Son coude s'enfonça dans mes côtes, sec, rapide, brutal. Je sentis quelque chose se fendre. Mes genoux cédèrent, et le verre m'échappa des mains. Il explosa au sol dans un fracas qui résonna comme mon propre incrédulité. Je haletai, serrant mon flanc, la douleur remontant le long de ma colonne vertébrale comme une colonie de fourmis de feu. « Maman !» criai-je. « Elle m'a fait mal. Quelque chose ne va pas, je n'y arrive pas. » Mais du salon ne vint qu'une voix lente, paresseuse. « Oh, chérie, pas encore. » Je tournai les yeux vers le couloir, attendant de la sollicitude. Mais maman ne se leva même pas du canapé. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle ne regarda pas mon visage crispé de douleur. À la place, elle soupira et leva les yeux au ciel comme si je n'étais qu'une gêne. Elle ne l'a pas fait exprès. Ne sois pas dramatique, marmonna maman en balayant les miettes de pop-corn de son genou. Et ne pense même pas à appeler la police. Ça irait sur son casier. Elle postule encore pour des emplois. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'avais 23 ans. Je travaillais à temps partiel, j'étudiais, je cherchais désespérément à fuir cette maison toxique. Vanessa, elle, avait 25 ans, sans emploi, pleine de colère, et apparemment au-dessus des lois parce qu'elle était l'enfant en or. Quand je leur dis que je pensais avoir une côte cassée, maman éclata de rire et répondit. Ce n'est probablement qu'une échéchimose. Prends un Tylenol et arrête de gâcher la soirée. Cette nuit-là, je restais allongée sur mon lit, sifflant à chaque respiration, le téléphone serré dans ma main. Je voulais appeler à l'aide, mais je n'avais pas d'assurance santé depuis qu'on m'avait coupé les vivres à 18 ans. Je n'avais pas d'économie non plus, car chaque centime que je gagnais avait été emprunté ou plutôt volé par maman pour les courses, qui se transformaient mystérieusement en extension de cils pour Vanessa ou en beuverie du week-end. Le lendemain matin, je retrouvai Vanessa dans la cuisine, en train de fredonner, sans une excuse, sans une once de remords. Elle esquissa même un sourire narquois en me voyant me traîner. « Tu marques toujours comme une pêche trop mûre », ricana T.L. en sirotant le jus d'orange que j'avais acheté. Je voulais hurler. Je voulais tout casser en retour. Mais je ne fis ni l'un ni l'autre. À la place, je m'assis en silence. Je planifiais. Car je me rappelais quelque chose d'important, Vanessa m'avait écrasé toute ma vie. Voler mes amis, voler mon argent d'anniversaire, même raconter à un petit ami de fac que je l'avais trompé juste pour pouvoir le séduire. Mais désormais, elle avait quelque chose à perdre. Un avenir qu'elle essayait désespérément de construire. Et moi, j'avais mieux, des preuves. Je boitais jusqu'à la salle de bain, verrouillai la porte et soulevai mon t-shirt. L'échéchimose était déjà sombre, jaune sur les bords, rouge et violette en son centre. J'enregistrais tout. Les bleus, l'enflure, mes halètements dès que je bougeais. J'enregistrais aussi la voix de maman, la veille, n'appelle pas la police. Ça ruinerait sa recherche d'emploi. Je fis des copies de sauvegarde, me les envoyai par mail. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais quelque chose en moi s'était brisé, exactement comme cette côte. Je n'allais plus la protéger. Je n'allais plus me taire tandis qu'elle me transformait en punching ball de la famille au sens propre comme au sens figuré.
Elles avaient passé des années à construire ce récit, Vanessa, la belle incomprise qui essayait de remettre sa vie sur les rails. Moi, le fardeau, l'exagératrice, la reine du drame. Plus maintenant. Pas après ce qu'elle avait fait. Et pas après ce que j'étais sur le point de faire. 3 jours passèrent. Je ne dis pas un mot à Vanessa. Je ne m'assis pas à la table du dîner. Je ne réagis même pas aux remarques sarcastiques quotidiennes de maman. Toujours en train de bouder, hein. Ou encore, Vanessa a un entretien demain. Ne viens pas y mettre ton drame. Chaque mot qu'elle prononçait ajoutait du combustible à un feu dont elles ignoraient totalement l'existence, brûlant juste sous leurs pieds. J'allais seul au centre médical de proximité, avançant avec des respirations courtes et douloureuses. Le médecin confirma ce que je soupçonnais déjà, une côte fracturée. Il haussa un sourcil quand je lui dis que j'étais tombée, mais je n'avais pas besoin de sa pitié. J'avais seulement besoin de la documentation. Je payais avec une carte de crédit empruntée, la mienne, saturée depuis des années à cause des urgences familiales auxquelles maman avait toujours besoin que je contribue. En rentrant, je trouvais Vanessa en train de se vanter de son futur entretien. C'était dans une maison d'édition réputée au centre-ville. Il cherche quelqu'un de neuf, d'authentique, dit-elle en s'enroulant une mèche de cheveux autour du doigt, souriante comme si elle n'avait pas brisé un os dans mon corps. Je la regardai. Et j'attendis. La veille de son entretien, elle laissa son ordinateur portable ouvert sur la table de la salle à manger. J'aperçus son CV, ses références. Un nom attira mon attention, Madame Carmichael, son ancienne professeure, celle qu'elle avait publiquement insultée sur Twitter 2 ans plus tôt pour l'avoir recalée à son examen final. Je pris une photo de l'écran. Je respirai profondément. Puis je fis ce que je n'aurais jamais cru faire, j'appelai l'entreprise, le service des ressources humaines. Et je ne mentis pas. Pas une seule fois. Je leur dis qui j'étais. Je leur racontais ce qui s'était passé. J'envoyais les photos. J'envoyais l'enregistrement audio de ma mère disant « N'appelle pas la police. Ça ruinerait sa recherche d'emploi ». J'envoyais le rapport médical. Et je conclus par ces mots. Voilà le genre de personne que vous envisagez de représenter votre marque. Je n'eus pas de réponse immédiate. Mais je savais qu'il avait reçu le message. Le lendemain matin, Vanessa quitta la maison vêtue d'un nouveau blazer et de mon collier volé, celui que grand-mère m'avait légué dans son testament, mais que maman avait décidé de donner à Vanessa parce que, elle le porterait plus souvent. Elle revint avant midi. Son visage semblait se dissoudre comme du plastique fondu. Confus, blessée, furieuse, elle jeta son sac à main à travers le salon et hurla. Quelqu'un m'a saboté. Je restai silencieux dans le couloir, à l'écoute. Ils savaient tout, sanglota TL. Ils ont dit avoir reçu un dossier anonyme m'accusant d'agression et de fraude. Avec des preuves. Maman était horrifiée. Non pas par ce que Vanessa avait fait, mais par le fait que quelqu'un n'ait osé l'exposer. Qui t'aurait fait ça, ma chérie, demanda TL en lui frottant le dos. Les yeux de Vanessa parcoururent la pièce, puis se posèrent sur moi. Toi, siffla TL. J'inclinai la tête. C'est drôle comme la vérité finit toujours par revenir, pas vrai? Cette nuit-là, ce fut le chaos. Vanessa lança une assiette. Maman hurla. Je verrouillai ma porte et souris, car les dominos commençaient à tomber. Le lendemain, Vanessa a reçu un mail, elle était définitivement placée sur liste noire de recrutement. L'équipe RH avait également contacté son université et déposé une plainte pour faux CV. Je savais qu'elle avait falsifié ses heures de stage, et je savais exactement comment le prouver. Pendant ce temps, je commençais à rassembler chaque reçu, chaque virement bancaire, chaque mail où maman m'avait emprunté de l'argent. J'envoyais le tout à une association juridique en ligne. Il s'avéra que le vol familial restait bel et bien du vol et que l'abus financier constituait un dossier à lui seul. Ils m'offrirent leur aide pour déposer plainte.
Je ne dis pas un mot à mes parents cette semaine-là. Pas jusqu'au jour où je partis. Je fis ma valise, imprimai le rapport médical et en laissai une copie sur le comptoir de la cuisine. Avec, je déposai l'avis d'expulsion. Il ne le savait pas encore, mais j'avais pris le bail à mon nom. Grand-père avait inscrit la maison sous mon nom des années auparavant, en prévision. J'avais 18 ans. Il n'avait jamais fait confiance à maman, sauf pour trouver des excuses. Et maintenant, l'héritage qu'il m'avait laissé, celui que maman affirmait avoir mystérieusement disparu, avait en réalité sagement fructifié dans un compte fiduciaire. Je m'en servis pour racheter la maison. Quand ils rentrèrent et virent l'enveloppe avec mon nom sur l'entête, mes parents parurent confus, puis furieux, puis effrayés. « Tu n'as pas le droit de faire ça, dit maman, la voix tremblante pour la première fois depuis des années. Je viens de le faire, répondis-je. Ne t'inquiète pas, je vous laisse 30 jours. Vanessa tenta encore de se jeter sur moi, mais je ne bronchai pas. Parce que cette fois, j'avais tout ce qu'il fallait. Et je n'avais plus peur. Les 30 jours passèrent plus vite que je ne l'aurais cru. Vanessa s'effondra. Elle essaya de postuler ailleurs, mais la rumeur s'était déjà répandue. Les départements RH se parlent, surtout dans son secteur. Apparemment, personne ne voulait d'une candidate associée à des agressions, des références falsifiées et des dissimulations parentales. Chaque fois qu'elle ouvrait sa boîte mail et tombait sur une nouvelle lettre de refus, elle hurlait, pleurait, menaçait de me poursuivre en justice. Mais elle ne le fit pas. Parce qu'au fond, elle savait que tout était vrai. Maman et papa, eux, tentèrent la culpabilité. D'abord, ce fut le silence. Puis vint le gaslighting. Tu as toujours été dramatique. Elle ne voulait pas te blesser. Elle a juste craqué. Elle traversait une période difficile. Mais jamais, pas une seule fois, ils ne prononcèrent les mots que j'avais besoin d'entendre. Nous sommes désolés. À la place, papa marmonna. Cette maison n'était de toute façon jamais censée être la tienne. Je souris et répliquai. C'est drôle, les papiers disent le contraire. Vanessa n'avait nulle part où aller. Et pourtant, au lieu d'être humble, elle fit irruption dans ma chambre la semaine précédant l'échéance, comme si je lui devais un nouveau départ. Tu ruines tout pour moi, cracha-t-elle. Tu es tellement obsédé par ton rôle de victime que tu as oublié comment être une sûre. Je restai calme. Être ta sûre, ça a toujours signifié des bleus, du silence et faire semblant que tu étais normal alors que tu ne l'étais pas. Je n'ai pas oublié comment être une sûre. J'ai simplement choisi de ne plus être maltraitée pour ça. Elle lança sa tasse de café. Elle se brisa à quelques centimètres de mon visage. Je ne bronchais pas. Je pris mon téléphone et prononçai un seul mot. Police. Elle cria encore, mais je n'entendis pas les mots. Seulement la panique. La vérité, c'est que ce n'était pas seulement à cause de cette bagarre. Ni seulement à cause de ma côte. C'était des années. Des années à être le second choix, l'arrière-plan, celle qu'on accusait quand la télévision tombait en panne, quand la facture du téléphone n'était pas payée, quand l'argent disparaissait. C'était l'histoire de ma vie. Et pour la première fois, c'était moi qui écrivais la fin. Les policiers arrivèrent. Vanessa s'enferma dans la salle de bain en pleurant. Maman me supplia de tout effacer. Ça va détruire son avenir, plaida-t-elle. Elle aurait dû penser à son avenir le jour où je suffoquais au sol, rétorquai-je. Ils eurent une ultime prolongation, 48 heures. Le jour de leur départ, ils ne me dirent même pas au revoir. Vanessa sortit en trombe, traînant 2 sacs poubelles remplis de vêtements, et les cris de maman derrière elle. Papa ne me regarda pas. Il fixait le sol, incapable d'affronter sa fille qu'il avait ignorée pendant des années. Quand la maison retrouva le silence, je me tenais au milieu du couloir et j'écoutais. Pas de porte claquée, pas de sarcasme, pas de Vanessa persuadée d'être intouchable, pas de maman jouant l'arbitre avec ses partis pris. Juste, le calme.
Une semaine plus tard, je commençais les rénovations. Je repeignis les murs, bouchais les trous, me débarrassais des vieux meubles, frottais jusqu'à effacer les souvenirs. Puis je fis quelque chose d'audacieux, je transformai l'ancienne chambre de Vanessa en atelier d'art. Ce rêve que l'on m'avait toujours dit inutile, incapable de payer les factures. Ensuite, j'ouvris ma boîte mail et répondis enfin à l'offre que j'avais repoussée des mois plus tôt, la bourse complète de l'université que j'avais différée. Il me voulait toujours. Et j'y allais non pas avec des chaînes, mais avec une liberté nouvelle. Les mois passèrent. Mon art commença à se faire connaître en ligne. Je décrochai des contrats en freelance avec certaines des mêmes entreprises où Vanessa avait supplié de passer des entretiens. Mes professeurs me soutenaient, me portaient, ma voix revenait peu à peu puis d'un seul coup, entièrement. Un jour, je reçus un message anonyme sur LinkedIn. Est-ce que tu as vraiment détruit la vie de ta sœur juste pour entrer à l'université? Je souris et répondis. Non. J'ai reconstruit la mienne. Elle n'a fait que se retrouver coincée sous les décombres de ce qu'elle avait détruit. Puis je me déconnectai. La dernière nouvelle que j'eus de Vanessa, c'est qu'elle vivait chez une amie, 2 villes plus loin, enchaînant petit boulot après petit boulot. Mes parents, eux, avaient emménagé chez une tante qui n'était pas aussi aveugle à leur manipulation. Et chaque fête, je la passais désormais entourée de gens qui me demandaient réellement comment j'allais. Des gens qui savaient aimer sans blesser. Le jour de ma remise de diplôme la seconde fois je n'invitais pas ma famille. Mais je portais le collier que grand-mère m'avait légué. Et je murmurais en montant sur scène. Celui-ci est pour toutes les fois où l'on m'a dit de me taire. Les applaudissements ne furent pas tonitruants. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Parce que, cette fois, c'était moi qui tenais la plume. Et la fin, elle m'appartenait enfin. Veuillez vous abonner à notre chaîne et dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.